on peut être sa propre équipe et on peut consulter les experts à l'intérieur de nous. On peut aller consulter l'enfant intérieur et lui dire en fait, t'as envie de quoi toi? Enfin, c'est quoi qui te donne de la joie? Et c'est quoi tes idées? Et puis qu'est-ce qui te fait plaisir? Et parce que ça se peut qu'au début notre enfant intérieur, le fameux, parce qu'on en parle beaucoup de cet enfant intérieur dans plein de courants actuellement, mais on parle un peu moins du parent intérieur et de l'adulte intérieur, on n'en parle pas trop. Enfin, voilà, mais parce que chez beaucoup de gens, l'enfant intérieur, en fait, à la base, au début, quand on se met à dialoguer avec lui, en fait, il est juste tellement triste, il est tellement pas pris en considération, il est brimé, peut-être, chez certains, il est on l'écoute pas, ou alors au contraire, on essaye, il y a que lui, et puis il y a pas de parent qui dit oui ou non, et du coup, c'est un enfant qui a pas de cadre, qui fait n'importe quoi, enfin, cet enfant intérieur, quand on va le voir, c'est intéressant parce que d'abord, il aura peut-être pas mal de choses à exprimer, de besoins, de réconfort, de soutien, de juste d'être entendu, de pouvoir s'exprimer. Et puis après, petit à petit, quand ça c'est déblayé, on va dire, bien que c'est génial et intéressant d'aller en lien avec ses émotions potentielles, profondes et fortes de l'enfant intérieur, une fois que c'est exprimé, que c'est déposé, que c'est déblayé en quelque sorte, cet enfant intérieur, après, il a plein d'envie, il a plein d'énergie, il a le feu, quoi. Il saute dans tous les sens potentiellement. Il fait, il crée, il joue, il siffle, il chante. Là, je dis des choses que ma petite fille de 6 ans fait en permanence. Ils ont 36 milliards d'idées à la seconde et puis ils sont hyper enthousiastes. Ils se réveillent en se disant alors, je vais aller faire ça, je vais créer tel truc. Et puis, c'est génial. Quand on commence à déblayer toutes ces rancœurs ou ces lourdeurs que l'enfant a pu porter dans notre enfance, parce que c'est bien une réalité, dans notre âge adulte aussi, parce que peut-être que justement notre parent intérieur continue de répercuter les choses que nos parents de l'époque ont fait avec nous, ou simplement on a un parent intérieur peut-être sévère, jugeant, autoritaire, critique, normatif, je dis des mots pêle-mêle mélangés, je sais que la théorie elle est très carrée parce que du coup je vous parle de ça, c'est que en fait dans le parent on peut avoir d'un côté un parent contrôlant. Donc si on reprend ce schéma, donc juste là on à l'intérieur de nous, donc on a ce parent, cet adulte et cet enfant. Le parent dans le schéma de l'analyse transactionnelle, il peut être soit d'un côté, ils le font carrément comme ça avec un trait au milieu, d'un côté c'est le parent contrôlant et de l'autre côté, c'est le parent nourricier. Et en fait, dans le parent contrôlant, de ce côté, du coup, il y aurait soit le parent contrôlant qui est protecteur et structurant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si le parent il joue le rôle de parent contrôlant, protecteur et structurant, ça c'est important, la protection à la structure de la part d'un parent, c'est même vital. Ou alors le parent contrôlant, mais persécuteur et critique, ça c'est moins chouette déjà, mais on l'a tous peut-être vécu, puis peut-être on est beaucoup à se l'infliger à nous-mêmes, qu'on a beaucoup un parent intérieur persécuteur et critique, ça se peut, c'est tout à fait plausible. Et du coup de l'autre côté du cercle, dans l'analyse transactionnelle, ils décrivent le parent nourricier. Du coup nourricier positif, ça serait celui qui est nourricier, et l'autre c'est celui qui est nourricier mais sauveur et qui gâche en fait. C'est un peu plus complexe à expliquer, mais voilà, on peut retenir qu'il y a le parent nourricier et le parent contrôlant. Et voilà, au milieu, l'adulte, il ne divise pas en deux, voilà. Mais l'enfant, par contre, ils font aussi plusieurs catégories. Ils décrivent l'enfant adapté d'un côté, et l'enfant adapté, ça peut être l'enfant modèle, ou l'enfant obéissant, ou l'enfant rebelle. Parce que même quand un enfant est rebelle, en fait, quelque part, il est adapté parce qu'il réagit à quelque chose. Donc, de réagir en rebelle, c'est quand même une forme d'adaptation parce que c'est une réaction à. Donc, d'un côté, l'enfant adapté, modèle obéissant ou rebelle, voilà. Et puis de l'autre côté, l'enfant naturel libre. De ce côté, on décrit l'enfant naturel libre qui peut être soit du coup tyrannique,
Hein, parce qu'un enfant naturel libre, qui a pas de cadre et pas de structure, ben, en effet, il peut être tyrannique. Hein. Je dis ça avec cette voix parce que de nos jours, on en fait beaucoup autour de l'éducation bienveillante, que bien sûr je soutiens et qui est tout à fait merveilleuse. C'est sûr, on veut pas éduquer avec violence nos enfants. Mais dans l'éducation bienveillante, il y a aussi pas mal de dérives et puis on se retrouve parfois confronté à des familles où du coup il y a plus beaucoup de structure et plus beaucoup de cadres et où il y aurait plus une tendance vers des enfants tyranniques, ce qui est pas chouette du tout non plus, ni pour l'enfant, ni pour les parents, ni pour la famille, ni pour la société. Enfin voilà. Et du coup, c'était une parenthèse que je ferme. Mais du coup, cet enfant naturel et libre de ce côté, je sais pas si c'est clair avec mes doigts, mais bon, cet enfant naturel et libre, il peut être tyrannique, sans limite. Donc ça, c'est plutôt le moins. Mais il peut être justement naturel et libre dans le bon sens également. Donc voilà, du côté du parent, il y a le parent contrôlant ou nourricier qui est possible avec plein de catégories plus ou moins bien de chaque côté. Et du côté de l'enfant, il y a l'enfant adapté et l'enfant naturel libre avec toutes les catégories positives ou négatives en dessous. Voilà. Donc là, je pense que j'avais pas prévu d'aller autant dans le détail. Je pensais pas faire une si longue vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Et puis, voilà, comme je l'ai mentionné au début, c'est aussi un peu le but que ce temps-là de théorie que je vous donne là, sous forme de discussion, d'échange, j'espère que ça aurait été clair pour suivre et facile à comprendre malgré mon matériel un peu artisanal. L'idée aussi, c'est qu'avec cette théorie, cette compréhension que vous recevez là, on puisse économiser ce temps pendant vos séances de coaching si vous venez chez moi pour le coaching ou si vous voulez un jour venir chez moi en coaching, que cette partie-là de théorie qui du coup dure déjà plus de 30 minutes maintenant, elle vous soit donnée sans que ça fasse partie de la séance de coaching. Et quand on rentre en séance, on parle vraiment de vous, de comment vous vivez ces différentes parts de vous. On peut également du coup commencer ou à un moment donné faire ce fameux test égogramme. C'est un petit test qui vient de l'analyse transactionnelle qui permet de voir quelles parts de nous sont très présentes ou très peu présentes. Et du coup, ça peut être une bonne base de discussion et d'échange pour la séance de coaching. Et après, on peut aller articuler tout de suite la séance de coaching autour de votre thématique, votre problématique. Ça peut être n'importe, hein, comme toujours en séance, ça peut être, je vais pas donner d'exemple parce que sinon je vais encore parler une demi-heure. Mais en gros, l'idée c'était que cette vidéo puisse vous être utile et qu'elle n'aille pas besoin toute cette théorie de faire à chaque fois partie de chaque séance de coaching. Parce que j'adore parler de ça, comme vous voyez, puis ça a sûrement été rigolo de me voir parler de ça à certains moments. J'espère bien sûr que c'est clair, mais comme ça, si on peut s'épargner de chaque fois refaire cette théorie-là dans chaque séance, c'est utile pour vous, c'est utile pour moi, et ça nous permet d'aller tout de suite plus en profondeur et puis dans le vif du sujet qui vous concerne vous, parce que c'est ça l'intérêt des séances de coaching, c'est qu'on parle de vous, de ce qui se passe pour vous en ce moment, et puis on fait pas on fait pas de la formation en fait pendant les séances. Voilà, donc ça c'est plus une vidéo un petit peu formative. Quel mot pas joli, mais théorique plutôt. Et voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. Avec plaisir, on peut échanger en commentaire de cette vidéo. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Je pensais pas autant aller dans le détail. S'il y a des choses pas claires, on pourra clarifier en commentaire. Et puis je ferai sûrement d'autres vidéos pour parler d'autres thématiques du coaching holistique, et peut-être aussi d'autres thématiques qui font partie de l'analyse transactionnelle. Parce que juste pour vous faire une idée, c'est vrai que dans l'analyse transactionnelle, on parle aussi des jeux relationnels. Notamment, on aborde le fameux triangle de Karpman que j'ai mentionné avant, mais également on parle des besoins fondamentaux. Donc ça, c'est peut-être pas quelque chose de si large, de si vaste comme sujet, mais il y a, selon de nouveau Eric Berne, il y a 3 besoins fondamentaux chez chaque
être humain, il y a le besoin de stimulation, le besoin d'être reconnu et le besoin de structure. Voilà, c'est aussi d'autres thématiques qui font partie de l'analyse transactionnelle. Peut-être qu'un jour, on fera des vidéos là-dessus ou sur autre chose. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que c'était pas trop long et que c'était intéressant et que c'est clair. Et voilà, je me réjouis de vous rencontrer ou de vous revoir en séance ou pas. Et en tous les cas, je vous souhaite une très belle journée.